Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour assister à cette table ronde intitulée Vers une gastronomie autarcique, point d'interrogation. Point d'interrogation, car nous allons nous interroger sur la possibilité pour un restaurant de produire, de cultiver, d'élever tous les aliments qui vont être ensuite servis aux clients. Alors, j'ai avec nous pour parler de cette question, nous avons Jean-André Charial, ici présent, cuisinier, chef cuisinier Lousteau de Baumanière, mais également chef d'entreprise qui supervise 5 restaurants en tout au sein des maisons de Baumanière. Nous avons James Henry qui est ici à ma droite et qui est le australien. Alors il est australien, il parle pas très bien français, c'est pour ça qu'il va s'exprimer en anglais et qu'on va traduire nos conversations au sein de cette discussion. Et donc il est le chef du restaurant Bones à Paris, qui a ouvert il y a 10 mois seulement et qui est déjà un grand succès. Voilà, il faut réserver longtemps à l'avance pour pouvoir venir goûter sa cuisine à Paris. Et à Paris, c'est rue Godefroy-Cavagnac, dans le 11e, à côté du métro Voltaire. Et nous avons également avec nous Sylvain Picard. Sylvain Picard est le jardinier en chef d'Alain Passard. C'est lui qui cultive tous les légumes qui seront servis ensuite à la table de l'Arpège à Paris. Et nous avons, via miracle de la technologie, via Skype, nous avons ici, dans le haut de l'écran, Frédéric Ménager. Frédéric Ménager est à la fois chef cuisinier et il est devenu, deuxième casquette, agriculteur en s'installant dans la ferme de la Ruchotte, à côté de Beaune, en Bourgogne, où il cultive, entre autres, des poules extraordinaires et il a également des cochons, il a également plein d'autres animaux. On va en parler un peu plus tard. Alors, peut-être pour débuter, pour commencer à introduire ce débat, j'avais envie de vous parler de 2 personnes que j'aurais beaucoup aimé également inviter à cette table, qui sont Patrick Duller. Patrick Duller, il se définit lui-même comme un cuisinier paysan. Il est installé dans le domaine de Saint-Géry, dans le Lot, et il cultive lui-même tout ce dont il a besoin pour son restaurant, mais également il cultive ce que vont manger ses cochons noirs. Il cultive ce que vont manger ses canards, et il va ensuite servir dans son restaurant aussi bien les produits de sa ferme que les cochons séchés. Il fait des salaisons absolument extraordinaires. C'est peut-être l'un des meilleurs jambons que j'ai pu goûter. Il fait des foie gras d'exception et, petite cerise sur le gâteau, cerise noire, puisqu'il cultive des truffes, Tuber melanosporum, dans son domaine, et qu'il cultive du blé également, des blés truffiers, comme il les appelle, et qu'avec ce blé, il fait un pain absolument extraordinaire. Donc c'est quelqu'un qui aurait tout à fait pu rentrer dans cette thématique de ce débat. Malheureusement, il habite dans le Lot et il dirige une exploitation agricole, et donc forcément, il n'a pas pu venir se rendre ici à Tours pour ce débat, occupé par les activités de son domaine. Il y avait également une 6e personne qui me tenait vraiment à cœur, j'aurais beaucoup aimé avoir ici parmi nous à Tours. Il s'agit de Magnus Nilsson. Alors Magnus Nilsson, c'est un chef suédois qui connaît très bien la France, puisqu'il y a travaillé pendant 3 ans. Il a travaillé avec Pascal Barbeau du restaurant L'Astrance à Paris, 3 étoiles au Michelin, et qui est retourné en Suède pour y monter son propre restaurant. Alors, en introduction, on va peut-être regarder quelques images que j'ai rapportées de Suède. J'ai eu la chance d'aller dîner chez lui. Son restaurant Faviken, c'est un tout petit village, même plus qu'un village, c'est un hameau. Et à vrai dire, le hameau est constitué de 3 maisons, donc on peut dire qu'il s'agit quasiment d'un lieu-dit. C'est un lieu-dit donc, qui est situé, alors déjà il faut se rendre à Stockholm, ensuite il faut prendre le train, pendant 7 heures de train en direction du Grand Nord, et on arrive dans cette région qui est le Jämtland, qui est proche
de la Laponie, qui donc touche presque le cercle polaire arctique. Et dans cette région que vous voyez sur l'écran, c'est une région qui est absolument magnifique, qui est un côté un peu désertique, qui est d'une austérité, on va dire, réjouissante. Les photos que vous voyez ont été prises entre la fin avril et le début du mois de mai. Donc vous voyez qu'il y a encore des grandes plaques de neige, le sol par endroits est gelé, c'est une région qui est effectivement assez austère et qui garde cet hiver jusqu'à très tard dans la saison. Ici donc c'est la maison de Faviken Magasinets, cette grande maison restaurant dans lequel m'a accueilli Magnus Nilsson, et qui donc est un lieu vraiment singulier puisque pendant 6 mois de l'année, on va dire, il fait nuit, et pendant 6 autres mois, il fait jour quasiment sans discontinuer. Et ce qui veut dire que les cycles biologiques sont très différents, mais également les cycles agricoles. Pendant 6 mois, il ne va pas être du tout question de cultiver la terre, qui est sous une épaisse couche de neige, qui est gelée. Donc les cultures ont lieu pendant l'été, un rythme très court et très intense. Et pendant quelques mois, Magnus Nilsson, l'été, va cultiver lui-même les produits qu'il va conserver, donc en saumure, fumer, sécher, fermenter, et qu'il va conserver pour tout l'hiver. C'est-à-dire que c'est une cuisine qui pourrait paraître assez austère sur le papier, mais qui va se révéler, vous allez voir dans l'assiette, extrêmement savoureuse. Une cuisine de conserve extrêmement noble, qui ne fonctionne uniquement qu'avec les produits des alentours. Il travaille également avec des élevages extrêmement proches. En fait, il travaille avec un élevage de vaches laitières. Ce n'est pas de la vache à viande, c'est la vache laitière qui va lui fournir du lait toute l'année. Il va fermenter par exemple ses choux dans un garde-manger. Il va chasser également, c'est un chasseur, donc on va avoir à l'automne des oiseaux assez extraordinaires. On va avoir également de l'élan. Et puis il va conserver cette viande. Alors on va pouvoir le voir dans les côtes de vaches laitières, des vaches de réforme qui ont plus de 10 ans. Chez nous, on en voudrait difficilement. On va considérer que c'est une viande beaucoup trop dure et qui est, on va dire, impropre à un restaurant dit gastronomique, puisque la vache à 10 ans, elle est extrêmement dure. Lui, au contraire, il va les garder en les plongeant dans une immense couche de gras. Et le gras va protéger la côte de bœuf de l'évaporation, du séchage, et il va les garder non pas 1 mois, 2 mois, comme les bouchers qui pratiquent la maturation de la viande vont le faire en France. Il y avait un train de côte chez lui, je lui dis mais ça a l'air vachement savoureux ça, on pourrait le goûter. Oh, bah, pas du tout, ces côtes-là n'ont que 2 mois et demi, vous n'avez pas mangé ça, c'est beaucoup trop jeune, il faut attendre 6 mois avant que ces côtes de bœuf puissent être servies au restaurant Faviken. Donc on retire cette couche de gras et ensuite on propose la côte de bœuf. Vous voyez dans les photos tous les poissons qui sont séchés avec des branches de résineux à l'intérieur du corps, du lard qui sèche également pendu aux poutres du restaurant, des tresses d'ail. Et ça par exemple, ce petit plat qui est vraiment singulier, qui caractérise un peu ce jeu entre l'extrême fraîcheur et l'extrême les produits qui sont vieillis. En amuse-bouche, il sert par exemple un petit lait caillé. Alors le lait, c'est le lait du jour, il vient d'être caillé 5 minutes avant le service. On le fait cailler avec un peu de présure, et donc on a une sorte de fromage extrêmement frais. Et par-dessus, il pose un grain de lavande, mais la lavande qui vient évidemment de la récolte de l'année précédente. Donc on a un lait de 5 minutes, caillé de 5 minutes, on a un grain de lavande qui date d'1 an auparavant. Et cette toute petite chose qui n'a l'air de rien, qui a l'air d'une petite amuse-bouche, on va dire presque esthétisant et sans ça donne le tempo du repas. Voilà, ça va donner cette cuisine de la conservation et de la fraîcheur, ce jeu un peu entre les deux. On mange évidemment des lichens et des mousses récoltées sur les arbres qui sont ensuite frits, on mange du lard et on va manger tous les produits qui seront pêchés dans les fjords qui sont à quelques kilomètres seulement ou pêchés dans les lacs alentours. Alors voilà, c'était pour vous introduire à la cuisine, on va dire, autarcique de Magnus Nilsson, que j'aurais beaucoup aimé
avoir ici parmi nous pour discuter de cette question, mais qui n'a pas pu venir. On va peut-être commencer à faire un petit tour de table, puisque chacun ici parmi vous, vous produisez des choses qui sont ensuite servies dans le restaurant, des fabrications directes du producteur au consommateur. On va peut-être commencer par vous, Frédéric Ménager. Frédéric Ménager, donc vous êtes installé à la ferme de la Ruchotte à côté de Beaune et vous produisez vous-même vos volailles. Et cette histoire de volailles, en fait, vous étiez chef avant dans un restaurant à côté de Dijon, et vous étiez dans un village, et vous ne trouviez pas les volailles qui correspondaient à votre goût. Vous n'avez rien qui vous satisfaisait, et vous avez été obligé en fait de vous mettre à l'élevage parce que vous cherchiez une qualité de volaille particulière, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est une histoire qui remonte à 1997. En gros, à l'année où j'ai eu mes premières volailles, au départ, c'était des volailles de souche industrielle. Et très vite, je me suis rendu compte qu'elles étaient assez mauvaises, qu'elles étaient malades. Donc, je me suis mis en recherche de volailles de race ancienne. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré énormément de gens. Il faut savoir qu'en France, les volailles de race ancienne sont maintenues en effectif par les élevages amateurs. Les professionnels des agriculteurs ont lâché ça depuis à peu près 60 ans. Donc voilà, donc j'en ai récupéré un petit peu, je les ai reproduites, et quand je les ai mangées, je me suis rendu compte qu'elles étaient bien meilleures. Donc j'en ai fait goûter à quelques chefs, à Trois-Gros, à la Gauloise, et ils m'ont dit, ouais, dis donc, t'as un sacré truc. Et donc voilà, donc on a décidé de venir s'installer ici, on a acheté cette ferme, et donc maintenant on élève sans trace de volaille ancienne. On en a eu beaucoup plus, mais il y a 5 ans, je me suis dit que c'était plus raisonnable de faire celle qu'on avait le mieux. Donc voilà, moi je me maintiens avec la Barbezieux à la flèche, la Gauloise Borel, qui est une des races françaises les plus anciennes. La Petite Reine, mais en souche ancienne. Et puis de la Romande. Donc de la Romande, on a reconstitué plus ou moins. Et que j'aimerais bien remettre au goût du jour. Il faut savoir que l'allemand, la Barbezieux et la flèche, ce sont les plus grosses races françaises. C'est des races très très anciennes, décrites par Olivier Desage. Mais vraiment, c'est des races exceptionnelles, mais qui sont abandonnées parce qu'économiquement c'est très très difficile. Donc nous, on les fait à peu près en 8-9 mois. Ça c'est vraiment pour ce qui va le plus vite. Donc voilà, il y a de la perte aussi, c'est difficile, mais au niveau du goût, c'est exceptionnel. Donc à redécouvrir. Alors vous parlez dans le dernier numéro de GMAC de votre passion pour ces volailles de race ancienne, et vous avez également d'autres animaux. En fait, vous ne vous limitez pas à la volaille, vous avez des cochons, des cochons noirs de Bigorre. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une race qu'on est allé chercher là-bas sur place en 2002. C'est exceptionnel. Donc nous, on l'élève un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire que les petits mâles, on les tue quand ils font 20 kilos, et on engraisse uniquement des femelles, après qu'elles aient fait des petits au moins une fois. C'est-à-dire que les femelles qu'on tue font à peu près 220 kilos, et elles ont entre 2 ans, puis jusqu'à en plus, la plus vieille que j'ai pris, là, de 6 ans. Et vraiment, là, on a une viande qui est pratiquement rouge, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans la boucherie ou tout ça. Donc ce petit cochon rose, c'est vraiment assez infâme. Alors l'autre caractéristique de votre restaurant, c'est qu'en fait, donc on est bien d'accord ici, on ne parle pas de fermiers qui ont ouvert leur ferme à la restauration et qui cuisinent les produits de leur ferme, mais bien de cuisiniers qui ont cherché, en s'installant dans un domaine agricole ou en cultivant ou
en proposant des produits. Au contraire, voilà, ce sont plutôt des cuisiniers qui sont devenus paysans que des paysans devenus cuisiniers. Donc vous, dans votre cas, vous êtes un cuisinier devenu paysan et l'activité agricole a presque pris le pas sur l'activité culinaire puisque votre table d'hôte n'est ouverte que le week-end. Bah oui, c'est vrai que je me suis rendu compte assez vite que dans les objectifs au départ, je voulais ouvrir le soir. Je me suis rendu compte que c'était une chose irréalisable. Finalement, je m'occupe de la ferme du lundi jusqu'au jeudi. Le vendredi, je me mets en cuisine, je commence à faire ma mise en place. Et je cuisine le samedi midi et le dimanche midi. Voilà. On a la chance d'être au milieu d'une forêt qui fait à peu près 500 hectares, donc qui nous apporte aussi énormément de champignons, des asperges sauvages, des ours, etc. Donc voilà, on essaie de faire des choses nouvelles. Alors, merci Frédéric Ménager. On va peut-être passer à Jean-André Charial, qui donc vous êtes installé au Beau de Provence et restaurant qui existe depuis 1945. C'est une institution et vous avez décidé de cultiver vous-même vos propres légumes dans un potager. Vous auriez pu les acheter au marché, vos légumes? Oui, mais je n'aurais pas trouvé la même qualité. Et si je cultive mes légumes, c'est pour avoir une qualité bien particulière. Et je ne fais pas tous les légumes, si vous voulez, donc je ne suis pas du tout en autarcie, moi. Je fais uniquement je fais surtout des petits pois, des haricots verts, je fais des tomates, toutes les variétés de tomates anciennes. Je fais des fleurs de courgettes, je fais un peu d'artichaut violet, et puis toutes les herbes aromatiques. Mais moi, je mets l'accent sur les petits pois et sur les haricots verts. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, moi, je fais une culture bien particulière. En plus, je ne fais pas une culture pour vendre sur le marché. C'est-à-dire qu'un paysan, normalement, il plante et puis il ramasse quand il a le maximum de poids. Et ça lui fait le maximum de revenus. Et puis il ramasse tout d'un coup. Moi, je fais une culture qui est destinée uniquement au restaurant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des serres aussi. Donc je cultive sous serre. Je mets 2 raies. Puis je plante après 2 raies 15 jours après. Puis après, je plante plein champ. Et ainsi de suite. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir 200 kilos de petits pois le 2 avril. Ce qui m'intéresse, c'est d'en avoir un petit peu tous les jours. Et donc ça suppose une culture particulière. Ça suppose aussi qu'on passe dans les raies tous les jours. C'est-à-dire que si on loupe un jour, et les petits pois ou les haricots verts, ils deviennent trop gros. Donc évidemment c'est assez coûteux parce que on met 1 heure pour ramasser 500 grammes de haricots verts. Et je peux le faire parce que pour moi, c'est ma marque j'allais dire une marque de fabrique. Enfin, c'est une reconnaissance et j'ai un produit qui est absolument exceptionnel qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Alors il est exceptionnel pourquoi? Parce que d'abord la culture est bio, hein, tout ce que je fais du vin aussi, j'étais un des premiers à introduire la biodynamie dans le vignoble au Beau de Provence, mais je fais donc une culture tout à fait bio. Je ramasse ces légumes tout petits. Il y a ici dans la salle des gens qui les ont déjà goûtés, qui s'en souviennent. Et je les ramasse tout petits et ils sont tendres, si vous voulez, ils peuvent se manger pratiquement crus. Et donc on me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos petits pois? C'est extraordinaire, qu'est-ce que vous faites? Je ne fais rien du tout avec mes petits pois. Simplement, je les ramasse tout petits le matin et je les sers à midi. Ils sont d'une fraîcheur extrême. Et c'est pas dans la cuisson ou dans la préparation culinaire que j'apporte quelque chose. J'apporte quelque chose dans la culture et dans le fait que le produit est exceptionnel. Voilà. Donc j'essaye de me démarquer avec ces produits-là parce que je ne les trouve pas sur le marché. Sur mes petits pois, sur le marché, ils sont trop gros. Et les haricots verts aussi, ils sont trop gros. Bon, je peux trouver, il y a des paysans, des agriculteurs qui font des produits qualité, mais ils n'ont pas la même chose parce que les miens, ils sont différents. Voilà. Les tomates, c'est pareil, hein, parce que, bon, maintenant, ça s'est amélioré dans le Midi.
Mais quand on ramasse une tomate bien mûre au dernier moment, c'est quand même aussi exceptionnel. Et puis on peut avoir des variétés qu'on n'a pas forcément sur les marchés. Bon, les fleurs de courgettes, c'est aussi parce que c'est des produits délicats, donc on les ramasse le matin, juste quand ils s'ouvrent, et c'est plus facile que de les recevoir dans des barquettes fermées. Voilà ce que je peux dire on n'a pas précisé que à la ferme de la Ruchotte chez Frédéric Ménager, il y a également un potager et que là on peut le voir sur l'écran, les pois gourmands par exemple qui étaient servis avec cette sublime volaille et sont du jardin évidemment. Oui, je fais aussi des pois gourmands, oui. Un autre grand jardinier qui est assis juste à côté de vous, c'est Sylvain Picard, jardinier en chef d'Alain Passard. Alors vous gérez 2 jardins aux portes de Paris, on pourrait dire, et un verger. Alors effectivement, depuis une dizaine d'années, donc Alain Passard a fait le choix de mettre à l'honneur le légume. Et par rapport aux propos qui ont été tenus, effectivement, il y a un mot qui est très important, c'est la qualité. La qualité des produits, la fraîcheur, et ça, Alain, il l'a retrouvé par cette démarche de mettre en place un jardin donc à Fillet-sur-Sarthe et l'autre à Bois-Giroux, donc dans l'Eure. 2 jardins qui correspondent également à 2 terroirs différents. Ce ne sont pas du tout les mêmes sols et donc pas du tout les mêmes produits qu'on y cultive. Alors 2 sols différents, un sol sableux dans la Sarthe donc, qui permet effectivement d'approcher certaines cultures comme l'asperge, qui se réchauffe plus vite, qui se travaille plus facilement, et l'autre un sol argileux, donc là plus pour des produits des grosses pièces, entre guillemets ce qu'on appelle les grosses pièces, donc des gros céleris pour certaines préparations, et puis aussi une notion de climat qui est quand même différente. Il y a quelques images également du jardin d'Alain Passard dans lequel vous avez montré les jeunes carottes. Si le diaporama veut bien se lancer, parce qu'il est parfois un peu capricieux. Donc, une fois sur 2. Bon, si les images veulent bien sortir. À côté de nous, nous avons également James Henry. James Henry, donc cuisinier australien installé à Paris dans le restaurant Bones. Donc vous parlez anglais, on va essayer de traduire. Vous êtes à Paris, mais vous ne cultivez pas de légumes. You're in Paris, but you don't grow any vegetables. Yeah, not for the moment. Non, pas pour le moment. En fait, je pensais à ça puisque il y a un restaurant à New York, par exemple, à Brooklyn, qui s'appelle Roberta's, qui cultive sur le toit du bâtiment, qui cultive un jardin et qui compte quand même, alors évidemment c'est difficile peut-être pour un toit de jardin de supporter la culture pour tout un restaurant, mais jusqu'à 20% des légumes utilisés dans le restaurant le sont sur le toit du bâtiment. So you know Roberta's in Brooklyn and so is it something you wanted to develop? It's something to aspire to. It's hard to emulate where we are at the moment. The space we have is completely different, and it's much smaller and more restrictive than. You don't have access of the roof. Or they have maybe 200 square meters in Brooklyn, which is not really like Manhattan. You know, there's a lot more open space. It's a bit more like Berlin, perhaps. Donc c'est quelque chose qui évidemment l'inspire, il a déjà été là-bas et c'est quelque chose qu'il aimerait bien développer à Paris éventuellement, mais les situations ne sont pas du tout les mêmes. La géographie des lieux également, Brooklyn ressemble plus à Berlin avec des étendues beaucoup plus grandes et il y a 200, le jardin de 200 mètres carrés, 200 pieds carrés peut-être. Donc c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait avoir à Paris. Et à Paris, évidemment, James n'a pas l'accès au toit de son immeuble pour y planter un jardin. Non, en revanche, ce que fait James dans son restaurant, c'est quelque chose d'assez singulier. C'est qu'il y fait son propre pain, il y fait son beurre et il y fait ses charcuteries. Et il fait également des produits comme des vinaigres de miel qu'il a apportés ici et qui sont tout à fait singuliers. En fait, il y a quelque chose de vraiment étonnant pour un chef cuisinier australien qui vient à Paris avec l'obsession du pain. Are you bread obsessed? Slightly, I suppose. Oui, je suis légèrement obsédé par le pain.
Mais pourquoi avoir voulu vous focaliser sur le pain alors qu'on peut en trouver des très très bons à Paris. Il y a quand même quelques bons boulangers. Vous auriez pu aller vous fournir chez le Pain des Amis, par exemple. There's a lot of good bakeries in Paris, but it was something I've been interested in for a while, and the results you can get from just flour, water, and salt are quite incredible, and depending on fermentation times, and then the percentage of water to flour, and the ratios you play with, it's really something which Alors, effectivement, c'est quelque chose qui le fascine depuis longtemps. Il y a beaucoup de boulangeries, de très bonnes boulangeries à Paris, mais l'expérimentation avec le pain, le fait avec simplement de la farine, de l'eau, du sel et un petit peu de levain, les variations infimes qu'on peut obtenir en changeant chacun des éléments, ça donne des résultats tellement fascinants qu'il a décidé de se lancer dans l'aventure et de faire son propre pain. C'est pareil un peu pour le beurre. Il y a de très bons beurres à Paris. Pourquoi se compliquer la vie à fabriquer du beurre? Vous n'aimez pas le beurre Bordier, c'est ça? it was, I guess, a chance to do something unique at our restaurant and try and distinguish ourselves by creating as much of the product as we can in the place and having our own little, I guess, taste of terroir in the restaurant. You can't have anywhere else. Donc effectivement, c'est une façon de se distinguer, de faire quelque chose d'unique que n'ont pas les autres restaurants et d'avoir peut-être une singularité du terroir, terroir parisien dans le restaurant. Où est-ce que vous fournissez, avec quel lait vous fabriquez votre beurre? We're working with a creamery in Paris, and we take a raw cream which we culture for 48 hours at room temperature, and then we churn it and we wash it with a brine of water and salt to get a distribution of seasoning, and then we mess our salt through the butter and bake it. So it's a 3-day process from receiving the cream to getting it to the right taste to where we want to churn it. Peut-être parler un petit peu plus près du désolé. micro, voilà, ce serait mieux. Donc effectivement, il reçoit la crème, la crème crue depuis une crèmerie à Paris, et c'est un processus qui dure pendant 3 jours pour fabriquer ce beurre salé, donc une crème qu'il laisse maturer pendant 48 heures avant de la travailler, de la baratter et d'y incorporer le sel. Donc on pourra après peut-être goûter un petit peu de ce beurre fabuleux avec le pain que James a apporté. On peut se demander quelles sont les limites en fait de la production. On voit bien qu'on ne peut pas tout produire, même chez vous, Frédéric Ménager, il y a des choses que vous ne produisez pas. Vous n'êtes pas encore en autosuffisance puisque les céréales, par exemple, qui vont nourrir vos animaux, vous êtes obligé de les acheter à un agriculteur avec qui vous travaillez, qui produit pour vous, selon le cahier des charges d'ailleurs, je crois, d'agriculture biologique, l'alimentation de vos animaux. Vous n'êtes pas encore en état d'autosuffisance. Non, alors c'est un problème qu'on est en train de résoudre, puisqu'on est en train de racheter une ferme de 120 hectares pour justement faire notre céréale. Voilà. Donc, moi c'est très très important, oui, parce que c'est vrai, bon, nous on est certifié en agriculture bio, donc forcément on achète de l'alimentation bio aussi, mais j'aimerais vraiment la faire moi-même. Voilà. Donc on est en train de résoudre ce problème. Effectivement, quand on arrive chez vous, il y a, comme dans tous les restaurants d'ailleurs, l'origine de vos viandes qui donc viennent de la ferme. Il y a un petit panneau pour indiquer d'où viennent, par exemple, le fromage vient d'un éleveur qui habite juste à côté de chez vous. Et la seule, on va dire, petite touche un peu exotique, c'est le sucre. Le sucre, il faut bien, vous ne cultivez pas vos propres betteraves.
Donc le sucre vient d'ailleurs également. Oui, tout à fait. Bon, ben, c'est vrai, il y a le sucre, les sels, le poivre, les épices, etc. Puis j'en oublie, je pense, mais bon, on essaie de faire au maximum, mais éventuellement, on pourrait imaginer de ne plus utiliser de sel, de poivre, et puis aller encore un petit peu plus loin. Oui. On pourrait le faire, oui, je pense que ce sont des choses à voir et à étudier. Mais après, je me dis, est-ce que les gens qui viennent manger à la maison, est-ce que si un jour on leur dit bah, du sel, voilà, nous on n'en a plus, on va le remplacer par autre chose, est-ce qu'ils seront assez ouverts pour pouvoir accepter ça? Parce que nous on est isolés aussi. Hein. Si on est dans un restaurant de ville, il y a énormément de gens qui viennent. Nous c'est un petit peu plus difficile quand même. Nous, pour venir chez nous, il faut en avoir envie, il faut avoir réservé, etc. Mais c'est une bonne idée là que vous venez de me mettre dans la tête. Vers encore plus d'autarcie. Non, c'est quelque chose qui également, James, vous a un peu traversé l'esprit quand on parlait des produits. Vous me disiez que ce que vous vouliez, c'était d'essayer d'éviter la tentation de l'exotisme, par exemple commander des mangues ou des fruits du dragon ou des choses totalement exotiques qu'on ne cultive pas en France. Vous vous dites oui, d'accord, j'en ai très envie, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est tout à fait dans la logique de mon restaurant? Et donc vous ne travaillez pas des produits comme la mangue, mais en revanche, vous utilisez du café, vous servez du café, vous utilisez des épices dans votre restaurant. Yeah, it's hard to draw the line of what you work with, which is fresh, or how far you can go without being hypocritical, and the whiskies you serve from Japan, for example, or the coffee which comes from Ethiopia through Norway to Paris, but for some reason you don't want to use tomatoes from South America, or I guess it's you utilize as much as what you can, which grows around you, and try and be reasonable and with what you can receive. Là, effectivement, c'est difficile de tracer une ligne entre ce que l'on a envie de faire et ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire. Le cas du café, par exemple, qui vient d'Éthiopie en passant par la Norvège et ensuite pour arriver à Paris, une bonne question. J'avais envie, peut-être sur le café, on peut ajouter que le café, il y a un geste qui va être la torréfaction qui va être fait à Paris. Donc c'est quelque chose qui va être un produit importé, mais qui va être, on va dire, manufacturé ou transformé à Paris, et quelque chose qui est difficilement faisable autrement. Mais effectivement, dans le cas du whisky japonais, il y a des très bons whiskies japonais qui sont à la carte de chez Bones, par exemple. C'est une question, et effectivement, la ligne est difficile entre ce qu'il faut, ce que l'on doit, l'éthique personnelle du restaurant. Jean-André Charial, à l'Hosto de Beaumanière, est-ce que l'on sert des produits exotiques, ou est-ce qu'on essaie au contraire de se recentrer sur une carte locale, le plus local possible? Le plus local possible. Hein. Je ne sers pas de produits exotiques. J'ai aussi un verger, j'ai oublié d'en parler. Donc j'ai des abricots, des abricotiers, des cerisiers, des amandiers. Mais j'essaye dans la mesure du possible, c'est pas toujours forcément possible, mais de servir que des produits de saison. Voilà, donc, et si je peux, effectivement, ceux issus de mes propres cultures qui sont quand même bien meilleurs. Pour le cas, par exemple, des agneaux, l'agneau des Alpilles, c'est un produit exceptionnel, mais qui a tendance un peu à, il n'y a plus beaucoup à disparaître. Oui, ça a tendance à disparaître, il n'y a plus beaucoup de troupeaux, malheureusement. Donc on va les chercher ailleurs, on va les chercher dans les Pyrénées, ou on va les chercher dans le Massif central. Bon, mais enfin, on reste en France. Et bon, ce qui est important, c'est la qualité. Et bon, il n'y a pas que forcément uniquement à 30 km autour de chez moi
uniquement des agneaux de qualité, heureusement pour nous. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit et pas... enfin, moi, je sais que j'essaye de trouver les meilleurs produits. C'est ça qui m'apporte. Alors, je vais pas... Et français, et si possible, des cultures bio, parce que moi, je crois au bio depuis longtemps. Et donc, c'est ma philosophie et ma politique. Dans le débat d'hier matin, Martin Berasategui a dit cette chose assez intéressante, c'est que lui, il plaidait pour une notion extensive de la maison. Son restaurant est situé au Pays Basque, et pour élever des cochons ibériques, pour faire du jambon de porc ibérique, eh bien, il est obligé de le produire à Rabugo, donc à 750 km de sa maison. Et ce qui est intéressant, c'est que il disait, mais c'est également un produit fait maison, puisque c'est moi qui m'en occupe, et ça fait partie avec mon cahier des charges. Donc c'est un produit qui est totalement dans la maison Berasategui. Il y a une conception comme ça extensive de la maison. Est-ce qu'on peut imaginer, Frédéric Ménager, par exemple, des volailles de la Ruchotte, des volailles de race ancienne d'autruche, par exemple, que vous pourriez élever sous le nom Ruchotte, mais un peu plus au sud, par exemple, des terroirs plus différents? Non, je crois pas. J'aime bien suivre les choses moi-même. Donc forcément, si c'est loin, on ne peut plus suivre. Moi, le matin, je me lève, la première chose que je fais, c'est aller voir si mes animaux vont bien, non. Ça, j'en ai besoin, et il faut que je les attrape, que je les emmène à l'abattoir moi-même. Je veux dire, je suis responsable jusqu'au bout de leur vie, de leur mort, quoi. Non, je pense que c'est très très important. Hein. Accepter aussi la mort de l'animal qu'on a élevé, bon, on me dirait sur une volaille c'est assez rapide, hein, quoi, puis on s'attache moins, mais sur une grosse bête, ça peut des fois faire un petit peu de la peine aussi. Hein. C'est important aussi ça. Maintenant les gens ils avalent de la viande, mais surtout il ne faut jamais ni leur dire que ça a été un animal vivant, ni leur... je trouve que c'est quand même grave. Hein. Si on disait aux gens, si tu veux manger de la viande, voilà, une vache, si tu veux la manger, il faut la tuer. Je pense que ça changerait beaucoup de choses et qu'on en mangerait moins de la viande. C'est quelque chose également, vous, James Henry, fabriquer sa propre charcuterie à Paris, ça voudrait dire presque tuer son cochon pour s'assurer de la meilleure qualité. Et quand je vous ai dit, vous seriez prêt à tuer votre cochon, vous m'avez dit, mais je l'ai déjà fait, ça ne me pose aucun problème. You already slaughter your own pig for making your Yeah, own... in the past I have, and it's an interesting thing to do. And when I was younger, I worked on farms for a while, and so I was surrounded by this of handling livestock. And Australia is a very, very big country, so we were 300 kilometres from the closest town. So if you wanted to eat meat, you had to slaughter your own animals and process them, butcher them, age them, and cook for yourself. So. Oui, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Quand il vivait en Australie, l'Australie est un territoire extrêmement vaste, extrêmement grand, et il vivait dans une ferme à 300 km en gros de la prochaine ville, et quand on veut manger de la viande, eh ben, il faut tuer soi-même l'animal, il faut le travailler, et il faut le faire cuire, le découper, et le saler, le fumer, ou le travailler en salaison pour pouvoir le conserver. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà fait et qu'il trouve tout à fait naturel et légitime. On a une photo peut-être de la cave du restaurant Bones à Paris. La cave du restaurant Bones est ici. Vous voyez dans la cave, il y a toute la charcuterie qui est réalisée
par James Henry. Donc il y a des jambons d'un porc noir de Bigorre qui sèchent. Alors évidemment, il commence seulement à sécher puisqu'il il a réalisé l'ouverture du restaurant tout début janvier de l'an dernier. Donc c'est vraiment tout jeune. Et puis il y a des saucissons, il y a des copas et il y a des magrets séchés également. Il fait saler et sécher des magrets de canard à côté donc des nombreuses bouteilles qu'on peut boire également au bar, puisque le Bones est un restaurant et un bar. Sur la question de tout, peut-on tout produire, il y a la question du vin également. James Henry disait dans son restaurant, bah oui, bah nous on a des alcools qui viennent du Japon, on a du vin qui vient de toute la France. Vous, Jean-André Charial, vous avez une carte des vins à l'Oustoubourg-Monière qui est totalement impressionnante, très très belle référence, mais vous ne pouvez pas vous limiter aux vins de la région. Non, mais moi j'ai un parti pris de vendre que des vins français. Déjà, non pas que je ne pense pas qu'il y ait d'excellents vins à l'étranger, il y a des très très bons vins, mais je suis d'abord viticulteur, j'ai été président de l'appellation Les Baux-de-Provence, donc je suis l'ambassadeur de ma région, et de ma région au sens large, c'est-à-dire qu'en dépassant le cadre juste des 15 vignerons des Baux, hein, c'est-à-dire que la Provence et même les Côtes-du-Rhône. Et donc, moi j'estime que j'aurai un restaurant à Paris ou à Londres, j'aurai évidemment des vins de tous les pays du monde. Mais au Baux-de-Provence, j'estime que je suis l'ambassadeur de cette région et je dois servir les vins de ma région. Et évidemment, j'ai une carte des vins Provence et Côte-du-Rhône, Châteauneuf et même septentrional, sûrement plus étoffée qu'un restaurant strasbourgeois. Mais j'ai une carte des vins de la France entière. Hein. J'ai 80 000 bouteilles dans ma cave. Donc il y a de quoi faire. Frédéric Ménager, chez vous, j'ai l'impression qu'au contraire, vous vous êtes recentré sur la Bourgogne. Votre carte des vins, évidemment, vous vendez les vins d'excellents vignerons des domaines alentours, beaucoup de vins naturels, notamment des vins de chez Prieuré Roch, des vins de domaine Chandon de Briaille. Vous avez d'autres références que la Bourgogne ? On va dire que j'ai axé ma carte des vins à 90% sur notre région. Parce que bon, on a quand même la chance d'habiter dans une région qui est extraordinaire pour le vin. Et c'est vrai que un petit peu de vin du sud, mais bon, finalement, je ne les vends pas. Donc j'ai recentré toute ma carte sur notre région. Puis je crois que c'est très très important aussi. Je pense que c'est un ensemble, oui. Mais après, évidemment, quand on a un restaurant dans une région non viticole ou dans une grande ville, c'est une évidence hein, qu'on est obligé de faire avec la France entière, voire avec le monde entier. Dans les jardins d'Alain Passard, chez vous, dans votre domaine, Sylvain Picard, on pourrait imaginer d'autres choses. Il y a déjà des abeilles, vous faites du miel. Alors effectivement, sur le jardin, qui est également un jardin naturel, pas biologique, mais naturel, il y a un rucher qui est en place, puisque je pratiquais l'apiculture avant de rencontrer Alain et de partir pour ce projet. Et ça me paraît pour moi indispensable. Ça devrait faire partie du cahier des charges de l'agriculture biologique, d'avoir dans les exploitations un rucher. Bien sûr, soit le maraîcher, soit le paysan, pour des questions d'allergie ou de temps, ne puisse pas s'en occuper, mais il y aurait toujours un apiculteur dans les environs qui pourrait s'en charger, et puis surtout ça permettrait aussi d'agir sur ce qui se passe actuellement dans le monde apicole. Peut-être une petite parenthèse, vous faites la distinction entre agriculture naturelle et agriculture biologique. Tout simplement parce que j'ai pas le logo, donc le label agriculture biologique, donc je suis sur un jardin naturel. D'accord. Plus de soins possibles, mais... aucun traitement, bien sûr, sur le jardin. Et puis, aucune culture sur bâche également. Donc, c'est vraiment le sol qui est notre support de travail et sur lequel on s'attache aussi bien dans la Sarthe que dans l'Eure. Et alors on peut imaginer, puisque Alain Passard est un grand rôtisseur, c'est un maître de la braise, il a évidemment ces dernières années accentué énormément la mise en valeur du végétal. Il a un menu qui est entièrement consacré aux légumes, mais il reste quand même quelques fenêtres de tir, on va dire, pour des belles volailles qu'il continue à rôtir de façon divine. Et on pourrait penser que
Pourquoi pas, entre les carottes, les asperges et les petits pois, d'avoir quelques poules qui picorent et qui ensuite seront utilisées dans le restaurant. Alors pourquoi pas, effectivement, ça pourrait rentrer complètement dans l'écosystème du potager. L'intérêt des volailles de travailler le sol entre deux cultures. Mais encore une fois, il faut avoir aussi l'espace, la même démarche, c'est-à-dire d'avoir une alimentation et il faudrait aussi avoir des cultures pour cela. Et puis aussi du personnel, parce que le maraîchage, quand on est sur une structure comme nous, sur 3 hectares cultivés dans la Sarthe et puis 2 hectares dans l'Eure, donc il y a au total 10 maraîchers qui travaillent pour le restaurant qui représente 60 couverts, donc c'est une main d'œuvre importante. Donc aller greffer encore d'autres productions, pourquoi pas, mais il faut augmenter effectivement la démarche humaine. Alors effectivement, après là on arrive à la question économique, c'est-à-dire finalement cultiver ses propres légumes, cultiver ses propres volailles, fabriquer son pain, son beurre, ses fromages, ses charcuteries, c'est quelque chose qui coûte, qui va rajouter évidemment un coût à la prestation auprès du client. Donc est-ce que c'est une économie qui est viable, le fait d'avoir son propre potager, par exemple? Après, cette démarche-là, je pense que c'est pas avant tout une démarche d'un point de vue économique, c'est surtout une démarche en termes de qualité, en termes de diversité, en termes de fraîcheur, donc des choses effectivement qui seraient plus difficiles de trouver ailleurs. Mais Alain, et donc de par la richesse en termes de production légumière et fruitière dans le jardin, puisque chaque année on est à peu près sur 4 à 500 variétés différentes, on peut le concevoir parce que c'est aussi un restaurant qui a 3 étoiles au guide Michelin. Jean de Récharial. Oui, je pense pas que ce soit très économique, mais c'est pas ce qu'on cherche. Là, ce que je vous expliquais, quand on ramasse des petits haricots verts qu'il faut passer plusieurs fois dans les raies, comme ça coûte évidemment très cher. Mais en termes d'image, je veux dire, c'est important. Moi, je pense qu'il vaut mieux que je fasse cadeau, même je ne vende pas de ces produits exceptionnels à quelqu'un, parce qu'il s'en souviendra. Et c'est mieux que de payer une page de pub. Mais donc c'est à la fois de l'image, mais c'est toujours cette même démarche d'avoir des produits les meilleurs possibles, d'avoir des produits exceptionnels. Et on est là pour défendre ces produits exceptionnels. Donc moi aussi, depuis 1974, je crois, j'ai un menu uniquement de légumes. Ça me semble important de pouvoir les mettre en avant et d'avoir toujours des légumes de grande qualité. Alors, chez vous, Frédéric Ménager, il y a une phrase qui est indiquée à la craie sur un grand tableau noir en rentrant à côté du menu du jour. C'est on ne vient pas à la ferme pour faire des économies, mais on vient pour manger des meilleurs produits. C'est tout à fait différent comme démarche. Oui, tout à fait. Comment je peux vous expliquer ça? En fait, oui, moi, mon idée, c'est que voilà, être dans une ferme, souvent, les gens, ils s'imaginent qu'ils vont venir manger, et puis manger moins cher, qu'on va vendre les produits moins chers. Moi, je suis très, très attaché, je me suis beaucoup impliqué dans le monde agricole de mon département et de ma région. Donc, j'estime qu'il est très, très important aussi d'expliquer aux agriculteurs qu'il faut que ils arrivent à vivre de ce qu'ils font aussi, hein, et puis que la PAC, éventuellement la PAC, elle va s'arrêter un jour, et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc voilà, moi j'essaie de faire en sorte que mon entreprise puisse vivre avec ce qu'elle fait, quoi. Ça me semble important. C'est même le cas à Paris, chez vous, à James Henry, puisque vous, dans votre petit restaurant, combien de couverts et combien de personnel? How many seats and how many people? 40 cover, and we have 10 employees. We're open 5 days a week, so it's a fine balance. It's the beginning of the restaurant. We've been open 10 months, and we try to make things manage and without compromising on the quality of the product we want to use, and so it's difficult to find the right balance, but I think certainly by working seasonally and making smart choices, you can make it work. And
Donc effectivement, c'est une économie assez fragile. Il y a 40 couverts dans le restaurant. Le restaurant n'est ouvert que le soir également, hein, il faut bien préciser, ouvert que le soir. 40 couverts et il y a 10 employés dans l'établissement. Donc ils font le choix évidemment de ne servir que des produits de très grande qualité. Donc pas de compromis sur la qualité des produits. Et ça veut dire que l'économie du restaurant, et je pense qu'il est viable, mais c'est quelque chose toujours d'assez tangent. Ils sont sur le fil du rasoir. Le restaurant n'a que 10 mois d'existence, donc on leur souhaite de fonctionner sur ce modèle-là. Peut-être avant de passer le micro dans le public pour quelques questions, on peut évoquer on va dire un peu le fondement de la démarche globale de vouloir cultiver le plus de produits possible pour les proposer à ses clients. Il y a, je pense que fondamentalement, une démarche écologique qui est au sein de chacun des projets. Je pense que l'actualité brûlante à propos de l'écotaxe nous le rappelle. En fait, l'écotaxe consistait à taxer le transport de produits agricoles, le transport de manière générale, mais concernant en particulier les produits agricoles en camion sur des longues distances, ce qui a fait pas mal de remous en Bretagne. Mais en fait, cette taxe était peut-être aussi une façon de repenser le débat en matière de production, de relancer l'intérêt de la production locale et des circuits courts. Frédéric Ménager, cette écotaxe... La question que je vous dise là-dessus, moi je trouve ça un petit peu fou, quoi. Dans toutes les régions de France, il y a des agriculteurs qui produisent. Moi j'en connais beaucoup dans ma région qui ont des choses à vendre et puis qui ne les vendent pas. Il n'y a plus de lien entre les restaurateurs et puis les agriculteurs, comme ça se faisait avant. Donc voilà, c'est des choses à retravailler au sein des départements et puis des régions, pour faire en sorte que ces agriculteurs vivent aussi. Il y a des agriculteurs extraordinaires, il y en a dans toute la France, il y en a dans l'Europe entière, hein. Il y en a partout. Donc quand je vois les restaurateurs qui font ou du bœuf, dont j'ai même pas envie de dire le nom, alors que juste à côté de chez eux, il y a un paysan qui a des vaches magnifiques et puis qui ne les vend pas, ou qui les vend à l'export à des prix fous, quoi, à des prix extrêmement bas et qui ne vit pas, ben voilà, on en arrive à des extrêmes maintenant où l'élevage en Europe est de plus en plus réduit. 25% chaque année, c'est monstrueux, hein, chaque année. Ce qui veut dire que dans 20 ans, on va manger quoi? Plus que les légumes, apparemment, les insectes. Enfin bon, je sais pas, moi je me demande un peu. Donc, refaire le lien entre les agriculteurs et puis les restaurateurs, mais au sein d'une région. Et il faut absolument que les restaurateurs arrêtent avec ces choses à la mode. Je pense qu'à Paris, c'est assez flagrant, là, quand on va dans les 11e et qu'on passe devant ces restaurants, ils font tous la même chose. Il y a tous les mêmes produits. C'est effarant, je trouve. La conviction écologique est au cœur du projet du jardin d'Alain Passard. Effectivement, ça a sa place et puis ça me semble important, mais par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que je pense qu'avec ma génération et la génération qui arrive, il y a un changement qui s'opère de ce côté-là, où d'une part en tant que client, mais aussi en tant que maraîcher, parce que au moins sur le département de la Sarthe et les départements limitrophes, il n'y a jamais eu autant de jeunes maraîchers à s'installer par rapport à une demande qui est importante, surtout par le principe de ce qu'on appelle les AMAP, où là il y a quand même un lien qui se recrée. Donc je pense que dans l'avenir il y aura une modification de la part du comportement du consommateur qui s'aperçoit aussi qu'il existe des saisons pour les légumes, et ça c'est très très important, et puis une diversité qu'on retrouve pas dans le monde animal, et puis ça peut être aussi une très très bonne cuisine, très simple mais qui peut être très goûteuse. Alors la saisonnalité, parlons-en peut-être
5 minutes. C'est au cœur évidemment de nombreux restaurants aujourd'hui qui s'intéressent vraiment à l'agriculture et qui cultivent ses propres légumes et les sert à ses clients. La question de la saisonnalité donne aussi un problème de créativité, c'est-à-dire pendant les mois creux d'hiver, comment réussir à se réinventer, à donner envie de manger lorsqu'on a du chou-fleur, du céleri, des topinambours, du salsifis. Je pense par exemple à des gens qui sont allocataires d'un panier dans une AMAP et qui au bout du 10e panier de chou-fleur en plein hiver ont un peu déchanté, ont craqué pour aller acheter d'autres légumes qui venaient de plus loin peut-être. Après, la limite, elle se fait surtout d'une part, la surface pour le producteur et aussi la possibilité de se diversifier. Mais sur un légume, il y a aussi plusieurs approches possibles en cuisine. Comme vous l'évoquiez au tout départ du reportage, ça peut être quelque chose qui peut être fumé, qui peut être consommé cru, qui peut être cuit. Donc voilà, il y a aussi, je dirais, de la part du consommateur, une certaine créativité, comme recherche également Alain et sa brigade avec les légumes. C'est de pouvoir approcher une betterave, non pas seulement comme on la connaît, et sortir aussi de ce cliché que c'est rond et c'est rouge, mais que ça peut être autrement que cuit. Il y a différentes possibilités et on arrive à obtenir encore quelque chose de gustativement très intéressant. Oui, je pensais peut-être juste à jouer un petit peu l'avocat du diable en disant que les légumes d'hiver avaient une certaine monotonie, mais j'avais rencontré un cuisinier aveyronnais, on parlera de ça, cuisinier aveyronnais qui s'appelle Guillaume Viala, le belvédère à Bozouls, qui me confiait qu'effectivement il est confronté à cette monotonie des légumes racines, du poireau, des topinambours. En plein hiver, il avait eu la possibilité, la chance de travailler les agrumes du domaine Bachès, qui sont dans les Pyrénées-Orientales. Et en plein hiver, l'arrivée d'agrumes dans sa cuisine, qu'il n'aurait peut-être pas imaginé au départ, a donné une espèce de twist à sa cuisine, a réveillé en fait les parfums d'agrumes, ont réveillé sa cuisine et ça lui a permis en fait de rebondir et de donner une nouvelle touche à sa cuisine. Jean-André Chariel, vous n'étiez pas d'accord sur le côté monotone des légumes d'hiver? Oui, non, il y a des très beaux légumes d'hiver et on peut faire des tas de choses intéressantes. Et puis il y a de la truffe aussi, hein. C'est quand même pas désagréable. Alors c'est sûr que le printemps, c'est surtout en Provence, c'est l'éclosion de tas de légumes et de fraîcheur. Donc c'est un peu le renouveau, l'année, c'est extraordinaire. Mais je veux dire, on peut vraiment faire la cuisine avec des légumes d'hiver. Il n'y a pas que du chou-fleur, hein. Et même après, par rapport aux fruits, il y a les agrumes, pourquoi pas, quand on a la possibilité aussi d'avoir accès à cette institution, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça, mais il y a aussi des vieilles variétés de pommes, il y a des vieilles variétés de poires qui peuvent très bien rentrer, et qui demandent aussi à avoir certains mois pour se bonifier et donner toute leur saveur, qui peuvent très bien rentrer dans la cuisine en hiver et apporter des acidités intéressantes. Peut-être qu'on peut demander également à Jameson Reed comment faites-vous pour donner justement un peu de peps à votre cuisine en hiver, en plein hiver? How do you make for giving a special touch in winter? I guess by limiting yourself to only working with certain products which are available seasonally and throughout times of the year, and you force yourself to think outside the square and for example, we preserve a lot of products. We do a lot of fermentation in the restaurant through pickling coriander seeds in summer when they're green. We can serve them with oysters in winter, and it gives you the chance to bring a bit of sunshine into those darker months, and you think outside the square and force yourself to look for different avenues of flavour. And
and methods of cooking. Alors, effectivement, c'est une façon justement de se motiver et d'essayer de trouver d'autres solutions pour changer la cuisine. Et il parlait notamment de techniques de conservation, la fermentation, qui est utilisée notamment par beaucoup de cuisines nordiques comme celle de Magnus Nilsson, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et James Henry, lui, il s'occupe des petits boutons de coriandre, en fait des graines de coriandre qu'il conserve dans un pickles et qui ensuite vont servir pour agrémenter des huîtres en plein hiver. Et cette sensation le bouton de coriandre qui est conservé dans du vinaigre va illuminer en fait les sombres journées d'hiver, voilà, pour amener un peu de soleil dans sa cuisine. Peut-être le temps va bientôt nous être compté. On peut peut-être proposer à la salle de poser quelques questions à nos invités autour de la table. Oui, bonjour. Je voulais poser une question sur la restauration que je trouve magnifique. Donner à manger aux gens avec les produits qu'on a produits soi-même, c'est fabuleux, mais comment allez-vous pouvoir composer dans l'avenir si ce type de restauration se développe avec les règles européennes hyper hygiénistes? On parle de l'eau, de traçabilité, de DLC. Comment allez-vous pouvoir composer avec tout ça? Merci. Comment composer avec les règles sanitaires européennes à l'avenir? Je sais pas, moi, il n'y a pas de DLC puisque je ramasse les légumes dans mon jardin et je les fais cuire le jour même, donc j'ai pas de problème de DLC. Même chose, effectivement, il n'y en a pas. Après, le fait de ne pas être labellisé, c'est aussi par rapport à ce genre de démarche, puisque je dirais que la France avait un certain niveau d'exigence au niveau de l'agriculture biologique. On a vu qu'on l'a tiré vers le bas pour essayer de s'harmoniser au niveau de l'Europe. Donc en ne rentrant pas du tout dans cette démarche-là, déjà on évite entre guillemets ce casse-tête, mais il suffit de travailler de manière complètement naturelle et peut-être même un cran au-dessus de ce qu'on peut trouver dans certaines structures labellisées AB. Pour rassurer madame, on peut dire que la culture en pleine terre est encore à moyen terme autorisée. On peut espérer que les jardins, en tout cas, continuent. Frédéric Ménager, peut-être une réaction sur cette question européenne? On va dire que l'évolution des règles sanitaires au niveau européen est de plus en plus dure pour nous éleveurs, hein, parce que bon, avec la viande c'est quand même autre chose, hein, il faut des chambres froides, etc. Il y a des investissements de plus en plus lourds à faire, qui sont de plus en plus difficiles à supporter. Donc voilà, je crois que la mise en place de cette réglementation absolument monstrueuse va vraiment dans le sens de la grande distribution et moins dans le sens des petits agriculteurs qui veulent faire de la vente directe. Donc la seule solution pour nous éventuellement c'est de se regrouper et puis de faire des investissements on va dire à plusieurs. Mais c'est vrai que ça c'est un gros souci, gros souci. Et les contrôles sont de plus en plus durs, quoi. Qui nous obligent vraiment à mettre en place des choses qui sont irréalisables. Moi par exemple, là, dernièrement, pour faire des expéditions de volailles, on me demande de faire un local avec un sas, où je me change, où je mets un truc blanc avec un masque et puis une charlotte. Ensuite, je rentre dans une pièce dans laquelle il y a une chambre froide, une table, je prépare ma viande. Ensuite, je rentre dans une autre pièce dans laquelle je l'emballe, dans laquelle il y a une autre chambre froide. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, pour moi, ça c'est un investissement que je ne peux pas faire. Voilà. Donc, la réglementation, elle est ce qu'elle est. On est obligé de la suivre, hein, mais elle est très très lourde. Très très lourde.
Hi. I'll do my question in English. I'll do my question in English. Ah. Because I cannot speak French, Ok. but I understand French. So, Okay. my question is: you were talking about what the most important thing is quality. No, the quality of the product. That's why you have your own garden at the restaurant. What happens when you need one product, but you cannot make it good enough? Like you don't arrive to that quality at your garden, or because of the season. Let's do some example. If you want to use tomatoes, and in summer there's one of your production in the garden that doesn't come out right with quality, what do? The only solution changing changing your menu is the only solution, or is there another solution? Alors, question que je vais traduire, par exemple, sur l'exemple de la tomate. Si la tomate n'arrive pas à maturité, si la récolte est foutue, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut changer le menu, ne plus mettre de tomates au menu, ou est-ce qu'il y a une autre solution? Alors, il faut s'adapter. Donc cette année, c'est un exemple parfait par rapport aux conditions météo du printemps qui ont été exécrables, où on a eu pour les productions maraîchères entre 3 semaines et 1 mois de retard. Et l'Arpège s'est adapté en mettant en place une carte du 15 mai au 15 juillet. Parce que l'année dernière, mars avait été exceptionnel, j'avais eu 15 jours d'avance sur les fèves. Cette année, c'était 3 semaines, et donc là, il est hors de question, bien sûr, d'aller s'approvisionner à côté. Donc là, il faut réfléchir et trouver une solution qui passe par encore une fois, le fait de s'adapter. Mais c'est propre à la météo. Ça peut être, dans mon cas, propre à un ravageur. Ça peut être, comme c'était le cas malheureusement sur le Vouvray avec la grêle, qui peut ruiner une année de production dans un jardin. Et puis après, on a là aussi la possibilité de travailler avec des tunnels, donc des serres, bien sûr non chauffées. Et puis de pouvoir gagner quelques degrés. Mais la chose que l'on ne maîtrise pas et qui pour nous, en termes de production de légumes, est indispensable, c'est la luminosité, c'est la lumière. Voilà, et cette année, le printemps a été, vraiment très sombre, et donc il n'y a pas de photosynthèse, et donc les légumes prennent plus de retard. Frédéric Ménager. Oui, c'est sûr, hein, il faut faire vraiment au mieux, mais là je pense que j'apporterai une réponse un petit peu longue, je pense. Alors on va peut-être juste dire que dans la vigne, par exemple, dans certains vignobles qui ont été ravagés par la grêle cette année, de nombreux vignobles en Bourgogne, dans la Loire, dans le Bordelais, qui ont été touchés par la grêle, et des vignerons ont tout perdu. Pour certains, je pense par exemple à Montlouis, ont perdu 2 années de suite leur récolte, et dans ce cas-là, effectivement, ils ont... de temps en temps, les assurances agricoles fonctionnent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut être effectivement la faillite pour le vigneron, ou dans certains cas, il peut exister des soutiens, on va dire, collectifs. Il y a eu des vignerons qui, ayant tout perdu, se sont vus offrir des raisins par des voisins, par des amis. Et il y a eu une cuvée notamment, Château Roquefort, un peu plus bas dans le sud, où c'est un rosé qui est la cuvée de la solidarité vigneronne. En fait, c'est lui qui vinifie des raisins offerts par des amis pour faire une cuvée, pour essayer de s'en sortir, de survivre un peu, alors qu'il avait absolument tout perdu, toute sa récolte. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a d'autres questions dans la salle ? Ça ne fonctionne pas là. Si. C'est à la fois une question et également une constatation. C'est pour faire suite à l'intervention de M. Ménager. C'est à la fois une question et une constatation. Parce qu'on se dit que si ces normes qui deviennent au niveau de l'Europe de plus en plus extravagantes et exigeantes viennent à s'appliquer, c'est aussi qu'il y a des lobbies. Les lobbies de l'agroalimentaire, parce qu'eux peuvent faire, dans des structures, appliquer des règles d'hygiène draconiennes,
À côté de ça, le produit qui est traité n'a même plus le droit de s'appeler de la viande ou du poisson, mais il est traité de manière hygiénique. Moi, ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas de lobby des vrais agriculteurs, hein, des gens qui sont représentés là aujourd'hui, intervenir. De même en Bretagne, cette crise des agriculteurs contre l'écotaxe, qui est en fait, à mon avis, une manipulation des faiseurs de mauvaise bouffe, style doux en compagnie. Bien sûr que les pauvres employés, on se met de leur côté, on comprend leur désarroi, mais on les amène à défendre en fait leurs employeurs qui font de la Bretagne un lieu de production de tomates qui détruit les sols, un lieu de production de viande qu'on ne veut pas manger en France, hein, qu'on expatrie et qu'on exporte dans les pays du Golfe notamment. Donc là, il y a une vraie question. Pourquoi tous ces gens qui constatent tout ça, qui sont contre, ne font pas le poids, n'essaient pas de créer des lobbies pour aussi intervenir. Moi, je veux dire, je suis prête à dire, je ne veux plus aller en vacances en Bretagne. Je ne veux pas soutenir des pollueurs et des gens qui fournissent de la malbouffe. Il y en a des tas de façons de faire une pression, mais on a l'impression qu'on est tous avec nos bons sentiments, notre humanisme. On le constate, on le dénonce, mais on ne fait rien. Et il y a un moment où il faut refuser d'aller manger dans les restaurants qui ne font pas du fait maison. Il faut demander à chaque plat d'écrire, après tout, au restaurateur si c'est vraiment du fait maison, parce que s'il vous le dit, vous n'avez aucun moyen de pression. Je pense que c'est aux consommateurs et aux réels producteurs, aux gens qui sont engagés et conscients, comme Monsieur Ménager et les gens qui sont autour de cette table, de réagir. Parce que malheureusement, on a un système où les lobbies, le poids économique a plus de poids que les États et la réglementation, fait le jeu de tout, et c'est à nous, consommateurs et réels producteurs, d'intervenir, de se manifester. Merci. Frédéric Ménager, vous avez entendu la question ? Il faudrait me redire un petit peu, ce que j'entends très très mal quand c'est les gens qui sont dans le public qui parlent. Je suis désolé, donc il faut... D'accord. Alors la question a été... En gros, c'était par rapport aux réactions contre les législations européennes et la question de l'écotaxe. Pourquoi finalement, chez tous les gens qui s'intéressent, qui défendent des produits de qualité, pourquoi il n'y a pas plus de coordination et pourquoi la voix ne porte-t-elle pas plus? C'est bien ça, madame? J'ai bien résumé votre... Je comprends bien ce que veut dire cette dame, mais arriver à réunir tous les acteurs, arriver à les faire s'entendre au niveau humain, au niveau économique, c'est très très difficile, vous savez. Donc finalement, ça fonctionne peut-être un petit peu mieux au sein de l'agriculture biologique, mais d'une règle générale, ce qui est un petit peu regrettable à l'heure actuelle, c'est qu'on a mis à gauche les agriculteurs bio et puis à droite les autres. Et puis finalement, ce petit monde vit sa vie un petit peu à sa gauche et puis à sa droite. Et puis, voilà, on a du mal à se réunir, à s'entendre. Il y a du travail à faire, voilà, je pense qu'il faut essayer de s'investir, que les gens essaient de s'investir un petit peu et puis fassent les choses ensemble. Et en se regroupant, justement, pour limiter notre impact, ou alors, sinon, la solution numéro 1, c'est de vendre exclusivement la production à l'endroit où on se trouve. Et ça, je pense qu'on peut le faire. Le seul problème, c'est qu'il faudrait que la grande distribution disparaisse. Et ça, je crois que c'est pas demain. Ce qui me semble important, effectivement, c'est d'accentuer, de parler de la diversité de nos produits. Si vous voulez, quand M. Picard à gauche me dit on sert 400 variétés. Et c'est vrai qu'on constate une uniformisation, il n'y a plus que 4 ou 5 pommes sur le marché alors qu'il y a à peu près 150 variétés, qu'il y en a beaucoup qui disparaissent. Et il y a une action là à mener pour montrer qu'il y a une diversité phénoménale dans les produits et qu'on a tendance aujourd'hui à réduire cette diversité. Donc moi je pense que si tous les acteurs de la filière, c'est-à-dire les producteurs, continuent à produire des produits qui ne sont pas forcément les 4 ou 5 pommes qu'on trouve sur les marchés, que les restaurateurs, d'ailleurs les cuisiniers, on met en scène ces produits, que l'identité de tous ces produits soit forte, c'est-à-dire que moi je me bagarre toujours
pour que ces produits aient ce qu'on fait est une identité forte. C'est-à-dire que quand je fais du vin au Beau-de-Provence, c'est du vin au Beau-de-Provence, c'est pas du vin qui ressemble à du vin qu'on peut faire à Bordeaux, à Cahors ou à Tours. Donc, il y a une action là à mener sur des idées simples comme ça, d'identité, de diversité, et je pense que si chacun fait son... Et puis la presse derrière, et les médias, et ils ont une importance aussi capitale pour expliquer tout l'intérêt et la qualité des produits et la différence dans l'alimentation. Et chacun a son rôle à jouer là, et peut-être que comme ça on y arrivera. Excusez-moi. Ici, Une question ? Juste pour répondre à madame, moi ce qui me désespère, c'est qu'il y a un lobbying agricole, sauf qu'il est complètement mené par la FNSEA qui ne soutient que les grosses exploitations agricoles, elles-mêmes compromises avec l'agroalimentaire. Donc le lobbying il est, mais il n'est pas là où il faut en fait. Et ouais, c'est un lobbying de petits, et là je vous rejoins, un lobbying effectivement d'agriculture raisonnée, j'appellerais ça, et effectivement... Bon, je crois que je ne vais plus aller en Bretagne non plus d'ailleurs, parce que c'est un mélange, il y a un mélange de revendications. Juste pour revenir sur le sujet, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, bon, et pourtant il faudrait le prononcer, c'est lorsque vous faites ce type de production. Le mot ça vient pas de moi, hein, voilà. Un restaurateur qui fait sa propre production, c'est de la communication. C'est de la communication. Allô ? Oui, c'est de la communication. Mais je dis pas ça, je le dis au sens très positif. Bon, je suis prof de marketing, donc ça me parle. Mais je dis ça au sens très positif, hein, parce que je trouve que c'est de la communication intelligente en plus. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, vous avez parlé d'image. Voilà, vous avez parlé d'image, effectivement. Oui, tout à fait. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup plus de la communication que de l'économie, enfin, qu'au sens économique. Je vous ai même dit que c'était pour moi plus intéressant que de payer une page de publicité. Absolument. Oui. Ah, je ne l'ai pas entendu. Ok. Oui. Là, j'enlève mon chapeau. Oui. Ah, on a... Un monsieur retire son chapeau pour mettre un bonnet rouge. Oui. Parce que je viens de Bretagne. Il vient de Bretagne. Où je suis médecin anthropologue, enseignant-chercheur et responsable d'un futur colloque sur la transmission du savoir-manger et du savoir-boire. Je comprends l'émotion que soulèvent en dehors de la Bretagne les informations diffusées nationalement. Il faut dire simplement que vu de Bretagne, ce n'est pas du tout la même chose, avec un recul, excusez-moi, avec un recul sur les informations. Ce que j'ai entendu, et qu'on entend aussi parfois en Bretagne, par rapport aux faits historiques qui se sont déroulés depuis quelques semaines, par rapport aux positions complexes des uns et des autres en Bretagne, c'est une caricature sur deux plans. Un, la Bretagne ne produit pas que de la merde. Il y a une importante alternative de production avec des AMAP et avec des restaurateurs d'amont en aval et des producteurs, d'une part. D'autre part, le mouvement n'est pas celui qui a été présenté ici et applaudi par la salle. Ce que je comprends ici, ça n'est pas la FNSEA qui tire les ficelles. La FNSEA est dedans. La FDSEA du Finistère, ce n'est pas la FNSEA. Hein. Il y a une spécificité bretonne, à la fois géographique et donc de terroir. Hein. C'est un jardin au-dessus de la mer, a dit Olivier Rollinger. Hein. Et donc, sur l'analyse de ce qui se passe, j'affirme, parce que je viens de là et j'ai un regard d'observateur et de chercheur, qu'on a entendu une caricature. Je n'en veux pas aux personnes qui caricaturent, sur l'analyse de cette situation et sur l'évolution des productions en Bretagne avant cette crise et je pense après cette crise dans le bon sens. Excusez-moi, j'enlève mon bonnet rouge. Donc bon, effectivement, il n'y a pas de breton autour de cette table pour confirmer que le point de vue vu de la Bretagne est différent.
Peut-être Sylvain Picard, vous êtes proche de la Bretagne, non? Vous êtes... Oui, je suis proche de la Bretagne, mais après c'est historique. Historiquement, la Bretagne a été choisie pour effectivement produire une partie de l'agroalimentaire, au même titre que la région centre a été choisie par rapport aux céréales et le nord d'un point de vue sidérurgique. Donc aujourd'hui, quand on voit les productions, notamment porcines, qui sont faites en Bretagne, l'impact ça sur l'environnement, il faut savoir également qu'il y a certains producteurs de porcs bretons qui viennent prendre des terres, on va dire les louer en Mayenne par exemple, pour augmenter leur surface d'épandage et à ce titre augmenter leur parc de production. Et par rapport à ça, certains jeunes qui veulent s'installer en production animale ou en maraîchage sont confrontés à une personne qui a des moyens financiers considérables et qui est suivie par un certain syndicat du monde agricole. D'autres questions dans la salle? La dernière peut-être, parce qu'il est 13h. D'ailleurs, et je pense que Frédéric Ménager va pas tarder à aller en cuisine pour servir les clients qui l'attendent, qui trépignent d'impatience devant la table de la ferme de la Ruchotte. Dernière question. Ah, deux dernières. Merci. En fait, on voit que vous êtes quand même engagés dans une réflexion. On voit que vous êtes engagés tous dans une réflexion environnementale. Je voulais voir concernant Monsieur Picard jusqu'où allait cette réflexion, et je me demande comment sont acheminés les produits jusqu'à Paris. Alors ils sont acheminés, on a une personne dans l'équipe qui est chauffeur, donc on a un véhicule qui permet d'acheminer les légumes sur Paris de manière quotidienne, donc soit de la part du potager de la Sarthe, soit de la part du potager qui est situé dans l'Eure. Et on redescend du restaurant, donc tout ce qui est compostable, donc bien sûr les épluchures, les coquilles d'œufs, etc. reviennent donc de manière à avoir quelque chose, on va dire, de cohérent. Une dernière question dans la salle? Oui, alors moi, bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas mettre mon bonnet rouge, bien que je sois breton et que je partage certaines idées, mais juste une chose comme ça. On parle des éleveurs de porcs qui vont à l'extérieur du territoire de la Bretagne historique pour s'étendre, mais qu'en est-il des projets de méthanisation qui sont bloqués alors qu'en Bretagne, il y a à peu près une cinquantaine d'ateliers de méthanisation qui ont été construits, quand en Allemagne, il y en a plus de 6000. Qu'en est-il de tous ces gens, peut-être parisiens ou autres, qui font du lobbying contre ces projets qui permettraient de limiter les impacts environnementaux? Donc c'est bien beau de dire en Bretagne, oui, c'est des pollueurs, on n'y vient plus. Très bien, mais excusez-moi, je pense qu'on marche un peu sur la tête là aussi. Quelqu'un aurait une... Je pense qu'il n'y a pas forcément autour de cette table les interlocuteurs pour répondre à cette question. Jean-André Charial doit prendre un train, James Henry aussi, et Frédéric Ménager doit aller faire son service à la ferme de la Ruchotte. Merci à vous tous d'être venus ici à Tours pour participer à cette table ronde. Et merci à vous d'être restés, d'avoir posé des questions. Bon appétit.